J'ai surpris mon fiancé dire à ses abonnés qu'il ne m'aimait pas après que j'ai gagné des millions d'euros, disant « Elle est mon billet ». Ce qui s'est réellement passé ensuite a été la vengeance ultime quand j'ai tout repris et que je l'ai vu imploser publiquement. Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans, je suis une femme, et mon fiancé a dit à des milliers de personnes en ligne qu'il ne m'épousait que pour mon argent et qu'il n'avait ni amour ni respect pour moi. Cette confession publique unique, enveloppée dans un rire suffisant et livrée à un public d'étrangers numériques, fut l'explosion qui vaporisa l'avenir que je planifiais méticuleusement. Il s'avère que l'homme avec qui je construisais une vie ne me voyait pas comme sa partenaire, mais comme son billet de loterie gagnant. Notre histoire, ou du moins ce que je pensais être notre histoire, commença loin de l'éclat et de la toxicité des réseaux sociaux. Nous nous sommes rencontrés dans un café local. J'étais plongé dans le code, déboguant un problème persistant dans une application que je développais, et lui, selon ses propres termes, façonnait sa marque numérique. Je me souviens avoir levé les yeux de mon ordinateur portable, les yeux douloureux à force de fixer des lignes de texte, et l'avoir vu. Léo était radieux. Il avait ce charme naturel qui semblait attirer toute la lumière de la pièce vers lui. Il avait 26 ans à l'époque, 4 ans de moins que moi, et débordait d'une énergie vibrante qui contrastait parfaitement avec ma nature calme et concentrée. Il s'est approché de moi, commentant le nombre impressionnant d'onglets ouverts sur mon navigateur, et avec un sourire éclatant, il m'a demandé si j'essayais de pirater la planète. C'était une phrase ringarde, mais elle m'a fait rire. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé. J'ai parlé de ma passion pour la création de solutions logicielles élégantes et conviviales, et il a parlé de son rêve de construire une communauté en ligne, de devenir un influenceur lifestyle. J'ai trouvé son ambition fascinante, un type de moteur créatif différent du mien. Quand j'ai quitté le café ce jour-là, j'avais son numéro et une sensation d'espoir effervescent que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pendant la première année, tout fut idyllique. Mon application était encore un projet passionnel financé par mon salaire stable mais modeste d'ingénieur senior dans une entreprise technologique. Nous vivions dans mon petit appartement confortable. Léo travaillait à temps partiel dans le commerce de détail et son parcours d'influenceur n'en était qu'à ses débuts. Il postait des photos de nos randonnées du week-end, des repas qu'il préparait et de sa tenue du jour. J'étais sa petite amie de soutien, sa plus grande fan, et sa photographe amateur. J'aimais son esprit créatif et sa croyance inébranlable qu'il pourrait faire carrière de sa personnalité. Le changement fut subtil au début. Il commença il y a environ 18 mois, lorsque ma vie changea du jour au lendemain. L'application dans laquelle j'avais versé mon cœur et mon âme, un outil de productivité conçu pour rationaliser la gestion de projets des professionnels créatifs, fut acquise par un grand conglomérat technologique. La vente ne fut pas seulement un succès, elle fut une transformation de vie. Soudain, je suis passé d'ingénieur logiciel confortable à véritablement riche. J'ai démissionné pour gérer mes nouveaux actifs et explorer mes propres projets futurs. Et la première chose que j'ai voulu faire fut de construire une belle vie avec Léo. C'est là qu'apparut le premier signal d'alarme, celui que j'ai si merveilleusement ignoré. Nous avons commencé à chercher une maison. Je voulais quelque chose de cosy et d'intime, une maison de style artisan moderne nichée dans un quartier calme. Léo, cependant, avait d'autres idées. Il a commencé à me montrer des annonces pour de somptueuses demeures ostentatoires dans les quartiers les plus exclusifs de la ville. Clara, chérie, pense au contenu, disait-il, parcourant les photos de halls en marbre et de piscines à débordement. Ce n'est pas juste une maison. C'est une toile de fond. C'est une déclaration. Ça dit aux gens que nous sommes arrivés. Mais je suis arrivé, ai-je doucement répliqué. Et je suis arrivé dans un endroit où je veux la paix et le calme, pas une toile de fond. Nous avons fini par faire un compromis sur une belle maison moderne qui avait un facteur, waouh, pour lui et suffisamment d'intimité pour moi. Mais j'ai payé pour tout, chaque centime. La compte, les frais de clôture, tout. Léo, dont le revenu était encore négligeable, promit de contribuer autrement en gérant la maison et en aidant sa propre marque à croître, ce qui, argumentait-il, deviendrait éventuellement une deuxième source de revenus pour notre famille. Cela semblait raisonnable à l'époque. J'étais amoureuse, et je voulais être une partenaire de soutien. Le deuxième signal d'alarme fut la voiture. Je conduisais une berline fiable de 3 ans, parfaitement fonctionnelle. Le lendemain de la signature de la maison, Léo commença à parler de la façon dont ma voiture ne correspondait pas à notre nouvelle image. Il créa une présentation complète, y compris un diaporama, expliquant pourquoi nous avions besoin d'une paire de voitures européennes de luxe. Il les avait déjà choisies. C'est une question de synergie de marque,
Clara, expliqua-t-il, les yeux brillants de passion. Quand les gens nous verront, ils devront voir le succès. Cela les inspire. Cela aide ma chaîne à grandir. J'ai cédé. C'était plus facile que de discuter. Bientôt, un SUV noir étincelant pour moi et un coupé argenté sportif pour lui étaient garés dans notre nouveau garage pour 3 voitures. J'ai ressenti un petit nœud d'inconfort dans l'estomac en signant les papiers, une sensation que j'ai rapidement mise de côté. Je me suis dit que ce n'était qu'une partie de son processus, une partie du monde qu'il essayait de construire. Je l'aimais, alors je devrais soutenir ses rêves. Le troisième et le plus révélateur exemple, celui que je n'ai vraiment aucune excuse d'ignorer, fut la planification du mariage. Après qu'il m'ait demandé en mariage lors d'un somptueux voyage en Italie que j'avais, bien sûr, payé, il m'a offert une magnifique bague en diamant de 4 carats. J'étais à bout de souffle, pas seulement à cause de la demande, mais de la taille même de la pierre. J'ai découvert plus tard qu'elle avait coûté plus cher que ma première voiture. Quand j'ai exprimé mon choc, il a juste souri. Seulement le meilleur pour ma reine, avait-il dit. Nous devons montrer au monde combien je t'aime. Mais sa version de l'amour semblait se mesurer en dollars. Je voulais une petite cérémonie intime avec nos amis et notre famille les plus proches. Léo voulait un spectacle télévisé. Il a plaidé pour une liste d'invités de 500 personnes, un organisateur de mariage de célébrités et des droits médiatiques exclusifs. Chaque conversation sur le mariage est devenue une négociation. Mon désir d'une journée personnelle et significative était constamment opposé à son désir d'un événement de branding public. Ma meilleure amie Sarah, une conseillère financière pragmatique qui m'avait aidé à gérer la manne de mon application, a tout vu avec une clarté douloureuse. « Clara, tu es sûre de ça ?» m'a-t-elle demandé un soir au dîner une semaine avant le célèbre livestream. J'ai l'impression qu'il dépense ton argent pour construire son avenir, pas notre avenir. Il est juste excité, Sarah, disais-je, le défendant par habitude. C'est nouveau pour lui, pour nous deux. Il exprime son bonheur par l'extravagance. C'est juste comme ça. Sarah a juste secoué lentement la tête, un regard triste et entendu dans les yeux. L'amour ne devrait pas ressembler à une transaction commerciale, a-t-elle dit doucement. J'ai écarté ses préoccupations, les rejetant comme le cynisme d'une amie qui ne m'avait jamais vue aussi heureuse. J'étais tellement prise dans le tourbillon de mon amour pour Léo, tellement aveuglée par le bel avenir que j'avais construit dans mon esprit que je ne pouvais pas voir la vérité. J'étais l'architecte de ma propre vie, une femme qui avait amassé une fortune grâce à la logique et au code, et pourtant j'ignorais volontairement le bug le plus évident dans mon propre système. J'étais amoureuse d'un homme qui aimait mon compte en banque. Et la preuve allait être diffusée au monde entier. La semaine précédant l'incident fut une activité fébrile, une tempête parfaite de distraction qui maintenait mon attention n'importe où sauf là où elle aurait dû être. La planification du mariage battait son plein, un monstre de liste d'invités, d'arrangements floraux et de contrats de lieu que Léo gérait avec l'intensité stratégique d'un général militaire. Il avait pris en charge la majorité de la planification, une mesure qu'il a qualifiée de soulagement du stress pour moi. En réalité, cela lui donnait un contrôle unilatéral sur le budget et l'esthétique, qui devenait de plus en plus grandiose de jour en jour. Lundi, il a passé 6 heures en appel vidéo avec un concepteur d'éclairage à débattre des mérites de l'éclairage indirect chaud ou froid pour la salle de réception. C'est l'ambiance qui compte, chérie, m'a-t-il crié depuis son bureau à domicile, une pièce que j'avais conçue pour mon propre travail tranquille, mais qu'il avait rapidement réquisitionné comme studio de création de contenu. Les photos seront épiques. Notre mariage sera la référence ultime. Pendant ce temps, j'étais plongé dans un autre type de projet. J'avais décidé de financer un programme de bourse pour les jeunes femmes issues de zones à faible revenu qui souhaitaient poursuivre une carrière dans la technologie. C'était la première initiative philanthropique majeure que j'entreprenais depuis la vente de ma société, et cela me semblait profondément personnel et important. Mes journées étaient remplies de réunions avec les administrateurs universitaires, les avocats pour rédiger la charte, et la tâche sincère de définir les critères de sélection. Je construisais un héritage, quelque chose de significatif qui me survivrait. Je ressentais un profond sentiment de but, une joie tranquille qui était à milieu de la quête frénétique de validation publique de Léo. Cette divergence dans nos vies quotidiennes était devenue plus prononcée. Je passais ma journée à discuter de fonds de dotation et de soutien au programme, et je rentrais à la maison pour trouver Léo se tourmentant pour savoir quelle marque de champagne présenter dans son prochain poste. Le décalage était choquant. J'essayais de lui parler de la bourse, du potentiel incroyable des jeunes femmes que nous pourrions aider, et il hochait la tête,
les yeux vitreux avant de rediriger sans problème la conversation vers lui. C'est incroyable, Clara. Si fier de toi, disait-il, son attention retournant déjà à son téléphone. Et, regarde ça. Mon post sur la nouvelle machine à expresso a obtenu plus de 10 000 likes. Une marque veut m'envoyer une cafetière gratuite. Nous prenons de l'élan. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Nous étions une équipe et nous avions chacun nos propres projets. Son travail était tout aussi valable que le mien, ai-je raisonné, juste dans une sphère différente. J'étais tellement attaché à l'idée d'être une partenaire de soutien que j'ai refusé de reconnaître le vide grandissant dans nos interactions. Nos conversations étaient devenues deux monologues distincts se déroulant dans la même pièce. Jeudi, 2 jours avant le livestream, Léo a annoncé qu'il allait faire une session spéciale de questions-réponses avec ses abonnés. Il bourdonnait d'une énergie presque maniaque. Ça va être énorme, dit-il, faisant les 100 pas dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. C'est une soirée entre mecs. Mon ami Marc vient. On va boire un verre, répondre aux questions du public. Il faut être authentique, brut et réel. C'est ce que les gens veulent. Ça a l'air sympa, dis-je, vraiment contente de son enthousiasme. Tu as besoin d'aide pour l'installation? Tu peux? Je veux que l'éclairage soit parfait, dit-il, me lançant ce sourire éclatant qui faisait toujours battre mon cœur. Alors, j'ai passé 1 heure avec lui dans son studio, ajustant les éclairages annulaires et vérifiant les angles de caméra. J'ai aidé Léo à positionner une petite table avec une bouteille de whisky coûteux, un cadeau d'un sponsor de marque, et 2 verres en cristal. L'installation entière semblait incroyablement professionnelle, comme un mini plateau de talk show. En le regardant s'asseoir là, s'entraînant à son introduction devant la caméra, j'ai ressenti une fierté familière. Il poursuivait son rêve avec une telle ténacité. Comment ne pas le soutenir? Tu vas être génial, lui ai-je dit, lui donnant un baiser sur la joue. J'ai un appel tardif avec l'équipe juridique de la fondation de bourse, donc je serai probablement dans mon bureau pendant un moment. Tape juste si tu as besoin de quoi que ce soit. Pas de problème. Merci, chérie. Tu es la meilleure. Dit-il, son attention déjà fixée sur l'écran lumineux de son moniteur. J'ai été congédié. En me dirigeant vers mon propre bureau à l'autre bout de la maison, j'ai ressenti une pointe de solitude. C'était un sentiment étrange d'être dans une maison partagée avec l'homme que j'allais épouser dans 3 mois. Je l'ai refoulé, attribuant cela au trac avant le mariage et au stress de mon propre travail. Je me suis installé sur ma chaise, ouvert mon ordinateur portable et plongé dans le jargon juridique de la charte de la fondation. Le monde des contrats et des clauses était ma zone de confort. C'était logique, clair et sans ambiguïté. Contrairement à l'homme dans la pièce d'un accent grave coté pendant les quelques heures suivantes, j'étais complètement absorbé. J'étais en conférence téléphonique, réglant les derniers détails, ressentant cette profonde satisfaction de donner vie à un projet complexe. Vers 22 heures, j'ai entendu une explosion de rire bruyant venant du studio de Léo, suivi du son étouffé de sa voix animée. J'ai souri, me disant que son livestream devait bien se passer. Je l'imaginais là, charmant son public, construisant sa communauté. J'étais fier de lui. J'étais une idiote. La maison est devenue silencieuse vers minuit. Mon appel était terminé, et je me suis étiré, le dos raide d'être resté assis si longtemps. J'ai supposé que Léo et son ami avaient terminé et se détendaient probablement. J'ai décidé de finir une dernière relecture de la charte avant d'aller me coucher. J'étais si près de mon objectif, si près de lancer un programme qui pourrait changer des vies. Je me sentais épanouie et satisfaite. Dans la solitude silencieuse de mon bureau, entouré des preuves de mon travail acharné et de mes bonnes intentions, j'étais complètement inconsciente du fait que ma propre vie était en train d'être démantelée publiquement et irrévocablement. La tempête avait traversé ma maison, et je n'avais même pas ressenti la pluie. L'encre numérique de la charte de la fondation était à peine sèche lorsque mon monde a commencé à se pixeliser et à se briser. J'avais envoyé les documents finaux approuvés à mon équipe juridique à minuit 15 et je me suis penché en arrière sur ma chaise avec un soupir profond de contentement. C'était fait. La fondation Clara Monsieur Ellison pour les femmes dans la technologie était officiellement réelle. Une vague de joie calme et profonde m'a envahi. C'est pour ça que mon succès existait. C'était l'héritage que je voulais construire. Je me suis levé, je me suis étiré et je suis sorti de mon bureau, un doux sourire sur le visage. La maison était silencieuse. Une seule lampe était allumée dans le salon, projetant de longues ombres sur les planchers de bois franc.
J'ai supposé que Léo et son ami Marc avaient terminé leur livestream et que Marc était rentré chez lui. J'ai jeté un coup d'œil dans son studio. Les lumières étaient éteintes. La caméra était sombre. J'ai pensé qu'il devait être venu se coucher. Je me suis dirigé vers notre chambre, impatient de me glisser sous les couvertures à ses côtés, peut-être lui murmurer dans l'obscurité comment j'avais finalisé la fondation. Mais son côté du lit était vide, les draps froids et intacts. Un éclair de confusion m'a traversé. J'ai vérifié la chambre d'amis où Marc restait parfois, mais elle était vide aussi. J'ai sorti mon téléphone pour lui envoyer un message, mais avant de pouvoir le faire, l'écran s'est illuminé d'une notification. C'était un texto de Sarah. Il était minuit 21. Mon cœur s'est serré. Sarah connaissait mes sessions de travail tardives. Elle ne me texterait pas à 7 heures sans une urgence. Le message lui-même était court, mais chaque mot a atterri comme une pierre dans mon estomac. Tu dois voir ça. Je suis tellement désolé. Sous le texte se trouvait un lien. Mon pouce a plané dessus, une soudaine froide appréhension montant le long de ma colonne vertébrale. Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour nécessiter un préambule aussi sinistre? Mon esprit a traversé une douzaine de terribles possibilités. Un accident. Une urgence familiale. Jamais une fois il n'a atterri sur la vérité. Ma main tremblait légèrement alors que j'appuyais sur le lien. Il s'est ouvert sur une page de réseau social, un court clip vidéo déjà en lecture. C'était un enregistrement d'écran du livestream de Léo. La vidéo était clairement capturée par l'un de ses spectateurs. Léo était à l'écran, appuyé sur sa chaise, un verre de whisky à moitié vide à la main. Son visage était rouge et ses yeux avaient un regard lâché flou. Son ami Marc riait de quelque chose hors champ. Le clip commença en pleine conversation. Un commentaire d'un spectateur était épinglé en haut de l'écran. Il disait « Tu as tellement de chance d'épouser Clara. C'est une génie et tellement réussie. Vous allez être un couple puissant. » J'ai regardé Léo lire le commentaire à voix haute, un lent sourire suffisant s'étalant sur son visage. Il ricana, un son bas et épais. « Couple puissant », répéta-t-il comme si la phrase était ridicule. Il regarda directement la caméra et à ce moment-là, il m'a semblé qu'il me regardait à travers l'écran, à travers le temps, et me voyait pour ce que j'étais vraiment pour lui, une commodité. « Laissez-moi vous dire la vraie affaire, les gars, dit-il, sa voix savamment mêlée d'alcool et d'une arrogance laide que je n'avais jamais vue auparavant. Vous pensez que je l'épouse pourquoi? Son esprit, ses brillantes compétences en codage. Il rit encore, un son dur et dédaigneux qui me fit physiquement mal à entendre. Marc riait à côté de lui, l'encourageant. Non, les gars, soyons réalistes. J'ai gagné à la loterie, tout simplement. Il prit une longue gorgée de son whisky. Il n'y a pas d'amour profond, bouleversant le monde. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de respect profond pour son travail. Comment pouvez-vous respecter quelque chose que vous ne comprenez même pas? C'est juste des chiffres et du code. C'est ennuyeux. Le monde bascula sur son axe. Mon souffle s'arrêta dans ma gorge. Je me suis affaissé sur le bord du canapé, mon téléphone serré dans ma main comme une bouée de sauvetage et une arme à la fois. Il n'avait pas fini. Il se pencha plus près de la caméra, un éclair de complicité dans les yeux. C'est une bonne personne. Bien sûr, elle est bien, mais l'argent est incroyable. La maison, les voitures, la liberté de faire ça, il a fait un geste autour du studio à plein temps sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'est le vrai mariage. C'est le vrai prix. L'amour et le respect. C'est aux pauvres de s'en soucier. J'épouse pour la sécurité, pour la marque, et elle est mon billet. Il fit un clin d'œil à la caméra. Alors, oui, j'ai de la chance. Je suis le gars le plus chanceux du monde. J'ai trouvé une poule aux œufs d'or et elle n'a aucune idée. Le clip se termina. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. On aurait dit que tout l'air avait été aspiré de la pièce, de mes poumons, de ma vie. Le sourire que j'avais porté quelques instants auparavant semblait être une relique d'une autre époque. La joie de mon travail pour la fondation avait disparu, remplacée par une douleur creuse et béante dans ma poitrine. Il l'avait dit. Il avait tout dit. Chaque peur secrète que j'avais refoulée, chaque préoccupation que Sarah avait jamais exprimée, chaque minuscule signal d'alarme que j'avais si diligemment ignoré,
tout cela fut confirmé dans un clip vidéo de 45 secondes qui était maintenant sans aucun doute en train de faire le tour de l'Internet. Il ne l'avait pas seulement dit, il l'avait diffusé avec un sentiment de fierté suffisant. Il n'était pas seulement fier de cela. Il me voyait comme une poule aux œufs d'or, une marque facile, un billet, pas une partenaire, pas un amour, pas même une amie. La trahison était si absolue, si profonde, qu'elle était presque sublime dans sa cruauté. Ce ne fut pas une affaire silencieuse ni une tromperie cachée. Ce fut une exécution publique de mon caractère, de mon amour et de ma dignité. Tout cela pour le divertissement de ses abonnés en ligne. Et le plus douloureux fut l'expression sur son visage, l'absence totale de conflit, la cruauté décontractée et confiante. Il croyait chaque mot qu'il disait. Mon téléphone vibra à nouveau. Un texto de Sarah. Tu vas bien? Appelle-moi. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté là dans l'obscurité, dans la maison qu'il voyait comme une toile de fond, rejouant la vidéo. La deuxième fois, j'ai remarqué les commentaires qui défilaient sur le côté de l'écran. Certains étaient choqués. OMG, elle va voir ça, mais beaucoup riaient avec lui. Prends ce sac, King. LMO, il est tellement vrai pour ça. La chasseuse d'or ultime. Il ne parlait pas seulement à ses abonnés. Il avait trouvé son peuple. Et j'étais le prix de son admission dans leur club. À ce moment-là, l'homme que je pensais épouser cessa d'exister. À sa place se trouvait un étranger, un escroc avec un sourire charmant et un cœur aussi creux qu'un tambour. Et moi, la brillante architecte d'une application valant plusieurs millions de dollars, j'avais été son utilisateur le plus crédule. L'après immédiat du visionnage de la vidéo fut un étrange moment de suspension d'incrédulité. Mon cerveau, la machine logique de résolution de problèmes qui avait construit toute ma vie, refusa simplement de traiter les données. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Vous voyez le métal se tordre, le verre se briser, mais la réalité de la violence est trop immense pour être saisie d'un coup. Je me suis assise sur le canapé, l'écran du téléphone sombre sur mes genoux, et j'ai regardé le mur opposé, ne voyant rien. J'ai dû rester assise là pendant 10 minutes, peut-être 20. Le silence de la maison n'était plus paisible. Il était lourd, étouffant. Chaque tic de l'horloge de grand-mère dans le hall sonnait comme un compte à rebours. Puis une pensée cohérente unique a percé le brouillard. Je dois le revoir. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de voir si j'avais imaginé le rictus dans sa voix, la cruauté décontractée dans ses yeux. Peut-être l'avais-je mal interprété. Peut-être était-ce une blague qui avait mal tourné. Mon esprit, désespérément à la recherche d'une explication alternative, se précipita pour bâtir une défense pour lui. J'ai ramassé le téléphone, mes doigts me semblaient maladroits et déconnectés de mon cerveau. J'ai tapé sur le lien. La vidéo a recommencé. Commentaire épinglé. Tu as tellement de chance d'épouser Clara. Le rire de Léo. Tu penses que je l'épouse pourquoi? Son esprit? Cette fois, je n'ai pas seulement entendu les mots. Je les ai analysés. La cadence, le ton, les micro-expressions sur son visage. Il n'y avait aucun signe de tromperie. Il n'y avait que la satisfaction suffocante d'un homme qui croyait avoir dupé le monde. Je gagne à la loterie, tout simplement. La finalité de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas une plainte ni une confession. C'était un discours de victoire. Il n'y a pas d'amour profond, bouleversant le monde. Il n'y a pas de respect profond. Mes propres mots d'il y a une semaine me sont revenus, ma défense de lui à Sarah. Il exprime son bonheur par l'extravagance. Le souvenir était si clair qu'il semblait que Sarah était assise à côté de moi, me lançant ce regard triste et entendu. La honte était une bouffée de chaleur qui montait dans mon cou. Elle avait vu. Elle avait essayé de me prévenir, et j'avais pris sa défense. Elle est mon billet. C'était le mot qui m'a brisé. Billet. Un morceau de papier jetable que vous utilisiez pour aller quelque part. Je n'étais pas une personne pour lui. J'étais un véhicule, un moyen d'arriver à une fin. Tous les moments que j'avais chéris comme des signes de notre amour, la demande en mariage en Italie, la bague coûteuse, son soutien à ma carrière, tout cela a été recontextualisé dans cette horrible nouvelle lumière. La demande en mariage n'était pas à propos de nous. C'était pour créer une histoire pour sa marque. La bague n'était pas un symbole d'engagement. C'était un actif qu'il avait acquis avec mon argent.
Son soutien n'était qu'une façon pour lui de protéger son investissement. Un sanglot m'échappa, un son rauque et qui déchira le silence. Il fut rapidement suivi d'un autre et d'un autre. Le barrage du choc finit par céder et le chagrin se déversa, brut et accablant. Je me suis recroquevillé en boule sur le canapé, mon corps tremblant sous la force de mes sanglots. C'était un chagrin pour l'homme que je pensais connaître, un chagrin pour l'avenir qui avait été un mensonge, et un chagrin pour ma propre stupidité stupéfiante. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit rauque et mes yeux soient gonflés et fermés. La douleur était si immense, si physique que j'avais l'impression que mes os la faisaient souffrir. Quelque part pendant cette tempête de larmes, mon téléphone a commencé à sonner. L'écran s'est allumé avec le nom de Sarah. J'ai glissé pour répondre, mais je ne pouvais pas former de mots. Tout ce qui est sorti fut un sanglot étouffé. Clara. Oh, Clara, j'arrive, dit-elle, sa voix ferme et claire. Non, ne viens pas, parvins-je à murmurer. Il n'est pas encore rentré. Ça m'est égal, dit-elle. Je suis à 5 minutes. Déverrouille la porte. Sa détermination fut une encre dans mon tourbillon de douleur. J'ai titubé jusqu'à la porte d'entrée, mes jambes instables, et je l'ai déverrouillée. Je suis retourné sur le canapé, me drapant d'une couverture, bien que je frissonnais de choc, pas de froid. Sarah est entrée, le visage marqué par l'inquiétude. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle n'a pas offert de platitude vide. Elle s'est simplement assise à côté de moi, m'a serré dans ses bras et m'a laissé pleurer. Elle m'a tenu pendant que je m'effondrais, sa présence un témoignage silencieux d'une véritable amitié, un contraste flagrant et douloureux avec le faux amour dans lequel j'avais tant investi. Qu'est-ce que je fais ? J'ai enfin murmuré dans son épaule, ma voix. Elle s'est légèrement reculée pour me regarder, son expression mêlant loyauté farouche et profonde tristesse. D'abord, tu respires, dit-elle doucement. Ensuite, tu te mets en colère, et ensuite tu fais un plan. Tu es la PDG de ta propre vie, Clara. Tu viens de découvrir une violation catastrophique. Maintenant, nous allons la réparer. Ces mots, empruntant le langage de mon propre monde professionnel, ont traversé le brouillard émotionnel. Une violation. C'est ce que c'était. Une violation du plus haut ordre. Et elle avait raison. Je n'étais pas une victime. J'étais une fondatrice, une architecte, une solutionneuse de problèmes. Mon travail consistait à identifier les bugs et à les éliminer. Et Léo était le plus gros bug de mon système. Alors que Sarah me préparait une tasse de thé, mon esprit a commencé à changer. Le chagrin écrasant commençait à s'estomper, remplacé par un sentiment nouveau et inconnu, une colère froide et dure et clarifiante. C'était de la colère contre Léo pour sa tromperie, sa cupidité, sa cruauté. Mais c'était aussi de la colère contre moi-même pour avoir été si désireuse d'ignorer les preuves, pour avoir tellement voulu le conte de fées que j'avais refusé de lire les petits caractères. Je pensais à lui faisant un clin d'œil à la caméra. Je pensais à lui m'appelant sa poule aux œufs d'or. L'humiliation était toujours là, une braise ardente dans mon estomac, mais maintenant elle alimentait autre chose. La résolution. Quand j'ai entendu le bruit des pneus crisser sur l'allée de gravier juste avant 2 heures du matin, je ne pleurais plus. J'étais assise droite sur le canapé, Sarah à mes côtés, ma tasse de thé stable dans mes mains. Le choc s'était solidifié en une certitude dure comme le diamant. Je savais avec une clarté absolue que je n'avais pas ressenti depuis des mois exactement ce que je devais faire. Le dévoilement était complet. J'avais vu le vrai Léo. Maintenant, c'était à son tour de voir la vraie Clara. La porte d'entrée s'est ouverte et Léo est entré en fredonnant faux. Il rayonnait encore d'une énergie bruyante et alcoolisée. Il ne m'a pas vu tout de suite, son attention fixée sur le fait d'enlever ses chaussures dans le hall. Quelle nuit! Quelle nuit, a-t-il annoncé à la pièce vide. Le stream était le feu. Marc et moi l'avons tué. Je pense que j'ai gagné 1000 nouveaux abonnés. Il s'est finalement retourné et m'a vu. Son sourire s'est estompé une fraction de seconde lorsqu'il a remarqué Sarah assise à côté de moi, une sentinelle silencieuse et imposante. Ses yeux ont balayé mon visage, et son expression est passée de triomphe à une préoccupation vague et égocentrique. « Et chérie, tu es encore debout, dit-il, ses mots légèrement déformés. Tes yeux sont tout rouges. Tu pleurais? Est-ce que quelque chose est arrivé à la fondation? » La question était si parfaitement, involontairement ironique qu'un rire amer a failli m'échapper. Je l'ai retenu.
J'avais décidé dans la dernière demi-heure avec Sarah comme témoin que ce ne serait pas une scène de hurlement. Ce ne serait pas une dispute larmoyante et désordonnée. Ce serait un entretien de sortie. Professionnel. Nous devons parler, dis-je. Ma voix était anormalement calme, plate et dénuée de l'émotion qui me tourbillonnait à l'intérieur. Il fronça les sourcils, sentant enfin que l'atmosphère dans la pièce n'était pas à la célébration. Il jeta un coup d'œil à Sarah, puis me regarda à nouveau. D'accord, est-ce que Sarah peut-être? Il s'arrêta, lui faisant signe de partir. Sarah reste, dis-je. Ce n'était pas une requête. Le comportement de Léo passa de confus à défensif. Il gonfla légèrement la poitrine, un pan qui fait la roue. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement. Je n'ai rien dit. J'ai juste ramassé mon téléphone sur la table basse, l'ai déverrouillé et j'ai tapé sur la vidéo. Je ne l'ai pas tourné vers lui. Je l'ai juste joué. Le son de sa propre voix remplit la pièce silencieuse. Couple puissant. Le rire condescendant résonna dans nos hauts plafonds. Le visage de Léo passa par une série rapide de transformations. D'abord la confusion, puis l'horreur naissante alors qu'il reconnaissait les mots. Sa peau, déjà rougie par l'alcool, devint d'un blanc pâle et maladif. Il avait l'air d'avoir été frappé à l'estomac. Laissez-moi vous dire la vraie affaire. Ses yeux passèrent du téléphone dans ma main à mon visage, cherchant quoi? Une explication, le pardon. Il ressemblait à un enfant pris la main dans le pot de biscuits, son esprit courant pour formuler un mensonge. Je gagne à la loterie, tout simplement. Il tressaillit comme si ses propres mots le frappaient. Pas d'amour profond, bouleversant le monde, pas de respect profond. Il ouvrit la bouche pour parler, pour m'interrompre, mais je levai un seul doigt, mes yeux fixés sur les siens, et il se tut. J'ai laissé le clip entier jouer, le forçant à écouter chaque dernier mot accablant. Elle est mon billet. Le dernier mot terrible flotta dans l'air après la fin de la vidéo. Le silence qui suivit était épais de sa honte et de ma douleur. Clara, commença-t-il, sa voix un murmure. C'était une blague. C'était juste du contenu. Tu sais comment c'est. Il faut être audacieux. Il faut dire des choses choquantes pour obtenir des vues. Une blague, répétai-je, ma voix toujours calme, mais maintenant empreinte de glace. Tu t'es tenu dans cette maison, une maison que j'ai payée, en utilisant du matériel que j'ai payé, et tu as dit à des milliers de personnes que tu ne m'aimais ni ne me respectais. Tu m'as appelé ton billet. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de la blague? Non, bien sûr que non, dit-il, faisant un pas vers moi, les mains tendues. Chérie, j'étais ivre. Marc et moi déconnions juste. Ça ne voulait rien dire. Tu sais que je t'aime. Non, dis-je, le mot tranchant et définitif. Je ne le sais pas. Pendant les 2 dernières années, je pensais le savoir. Mais ce que je sais maintenant, c'est ce que tu viens de dire quand tu pensais que je n'écoutais pas. C'est la vérité. Le reste, la demande en mariage, les préparatifs du mariage, les je t'aime, c'était le spectacle. La panique éclata dans ses yeux. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Il avait l'habitude que je sois accommodante, que je lisse les choses. Il n'avait pas l'habitude de cette étrangère froide et résolue assise devant lui. Ce n'est pas vrai, insista-t-il, sa voix montant. Je t'aime. Je me vantais juste auprès de mes amis. C'était des discussions stupides entre mecs. Tu exagères complètement. Est-ce que j'exagère, demandai-je. Je me suis levé lentement, mes mouvements délibérés. Je me sentais étrangement déconnecté de mon propre corps, comme si je regardais un personnage de film. Je me suis approché de lui et il m'a semblé reculer légèrement. J'ai tendu ma main gauche, affichant l'énorme bague en diamant dont il était si fier. Tu as dit que tu devais montrer au monde combien tu m'aimais, dis-je, ma voix tremblant légèrement pour la première fois. Mais il ne s'agissait jamais de ton amour pour moi. Il s'agissait de mon argent. Cette bague n'est pas un symbole de ton amour. C'est un symbole de tout mon solde bancaire. D'une main ferme, j'ai retiré la bague de mon doigt. Elle me semblait étonnamment légère. Je m'étais tellement habitué à son poids, à sa présence, que son absence était un soulagement. J'ai regardé un instant dans ma paume, ce mensonge scintillant, puis j'ai regardé à nouveau vers lui. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur. Il avait enfin compris. Je ne la lui ai pas lancée.
Je n'ai pas fait de grands gestes dramatiques. Je l'ai simplement posé sur la surface polie de la table basse en acajou entre nous. Elle a fait un clic doux et définitif. Le mariage est annulé, Léo, dis-je. Tout est annulé. La couleur a complètement disparu de son visage. Quoi? Non, Clara. Tu ne peux pas être sérieuse, bégaya-t-il. Tu ne peux pas annuler un mariage pour une stupide vidéo. Je ne le fais pas, dis-je, me retournant pour lui faire face complètement. J'annule parce que le fondement sur lequel il était construit est un mensonge. L'homme que je pensais épouser n'existe pas. Toi, tu existes, et je ne t'épouse pas. Il s'est effondré sur le fauteuil en face du canapé, la tête dans les mains. Ma vie est finie, marmonna-t-il dans ses paumes. Tu ruines ma vie. L'égoïsme pur et non dilué de cette déclaration était à couper le souffle. Même maintenant, sa première pensée fut pour lui-même, pour son image, pour la vie qu'il était sur le point de perdre. Non, Léo, dis-je, ma voix se durcissant. Tu as ruiné ta propre vie. Tu l'as juste diffusée. En direct pour que le monde entier la voie. Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi de partir. Sarah restera ici avec moi ce soir. Il leva les yeux, son visage exprimant un désespoir et une incrédulité. Partir. Quitte ma maison. Ce n'était jamais ta maison, dis-je, la finalité des mots planant entre nous. C'était toujours mon billet. Les premières 24 heures après la confrontation furent un tourbillon de logistique et de fortification émotionnelle. Dès que Léo a finalement pris un sac et est parti, le visage pâle et couvert de larmes, un étrange calme s'est abattu sur moi. La tempête était passée, laissant derrière elle une épave, mais l'air était clair. Avec Sarah comme soutien indéfectible, j'ai commencé le processus systématique de démantèlement de la vie que j'avais construite avec lui. Le premier appel que j'ai passé à 8 heures pile fut à notre organisatrice de mariage. Elle s'appelait Victoria, une femme chic et efficace qui n'avait jamais interagi qu'avec Léo. Son joyeux bonjour, Clara. Léo me rend tellement excité pour la sculpture de glace, fut accueilli par ma voix calme et posée. Victoria, je vous appelle pour vous informer que le mariage est annulé définitivement. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Je vois, réussit-elle enfin. Puis-je demander pourquoi? Léo et moi avons des différends irréconciliables concernant la définition du mariage, dis-je, les mots ayant un goût de métal. Veuillez annuler tous les fournisseurs immédiatement. Envoyez-moi les factures finales pour tous les dépôts non remboursables. Je les réglerai. Je savais avec une certaine certitude sinistre que j'allais payer pour un mariage fantôme somptueux qui n'aurait jamais lieu. C'était une leçon coûteuse, mais une leçon que j'étais prête à payer pour être libre. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu, sa voix chaleureuse et aimante. Lui dire fut l'une des parties les plus difficiles. J'ai expliqué la situation simplement, sans les détails sordides de la vidéo. Maman, Léo et moi n'allons pas nous marier. C'est fini. J'ai découvert qu'il n'était pas honnête avec moi sur les raisons pour lesquelles il voulait m'épouser. Ma mère, une femme sage et douce, n'a pas posé de questions. Elle a juste dit, « Oh, Clara, ma pauvre fille. Ton père et moi arrivons. » Leur soutien inconditionnel fut un baume sur mes nerfs à vif. Appeler ses parents était une autre affaire. Sa mère a répondu, et quand je lui ai dit, sa réaction ne fut pas de soutien, mais de défense paniquée immédiate de son fils. « Qu'est-ce que tu veux dire, annuler ?» demanda-t-elle, la voix stridente. Léo t'aime. Qu'est-ce que tu as fait? L'accusation, si rapide et injuste, me coupa presque le souffle. Je n'ai rien fait, Madame Evans, dis-je, ma voix plus froide maintenant. Cependant, votre fils a dit à un très large public qu'il ne m'épousait que pour mon argent. J'ai ça en vidéo. Le mariage est annulé. Je vous suggère de lui parler. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ma main tremblant de colère. Tout au long de la journée, Sarah fut mon roc. Elle a répondu aux appels d'amis inquiets, a mis à jour mes réseaux sociaux avec une déclaration simple et digne. En raison de circonstances personnelles, le mariage de Clara Ellison et Léo Evans est annulé. Je demande de la vie privée à ce stade et a préparé d'innombrables tasses de thé. Elle m'a également mis en contact avec un avocat pour gérer les aspects plus complexes de notre séparation. La tâche la plus difficile fut de démêler nos finances. Avec les conseils de Sarah, je me suis connecté à mes comptes bancaires. Il était horrible de voir l'ampleur des dépenses de Léo.
Des milliers d'euros en vêtements de marque, gadgets et services d'abonnement pour sa marque. J'ai systématiquement supprimé son accès à tous les comptes conjoints, annulé ses cartes de crédit supplémentaires et transféré les fonds restants sur de nouveaux comptes en nom propre. J'ai eu l'impression de nettoyer un virus de mon système. Puis sont arrivés les textos et les appels de Léo. Ils ont commencé par des supplications. « Clara, s'il te plaît, nous pouvons résoudre ça. Je ferai n'importe quoi. Je supprimerai mes réseaux sociaux. Nous pouvons aller en thérapie. » Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé pour la colère. « Tu fais vraiment ça? Tu jettes 2 ans de nos vies pour une stupide erreur. Tu es froide, Clara. Tu as toujours été froide. » Puis est venue la manipulation. Ma mère m'a appelé en pleurant. « Tu mets nos familles à mal. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même ?» J'ai lu chaque message, et à chaque mot, ma résolution se durcissait. L'homme que je pensais aimer était un caméléon, changeant de couleur pour tout ce qu'il pensait lui apporter ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de noyau, pas de substance, juste un besoin désespéré et avide. Le soir venu, le monde en ligne avait rattrapé le coup. Le clip de la confession de Léo était passé d'un petit drame d'influenceur à une sensation virale à part entière. Mais il avait maintenant un nouveau contexte explosif. La fiancée riche l'avait vu et l'avait immédiatement largué. Mon nom était en tendance. Son nom était en tendance. Les hashtags comme Gold-Digger-Léo et Ticket Cancelled l'étaient partout. Les gens qui avaient ri avec lui la veille le déchiraient maintenant. Ses sections de commentaires, autrefois remplies d'éloges, devinrent un enfer déchaîné de moqueries et de dégoût. Son nombre d'abonnés, dont il était si fier, commença à chuter. Quelqu'un avait trouvé le site web du mariage et posté le lien. Des inconnus laissaient des commentaires dans le livre d'or numérique. Félicitations pour avoir évité cette balle, Clara. Léo, j'espère que la marque en valait la peine. Il avait voulu un mariage public et d'une certaine manière, il en avait eu un. Ce fut une exécution publique de son caractère et le monde entier avait un siège au premier rang. Son monde, la réalité numérique soigneusement organisée à laquelle il avait consacré toute son énergie, s'effondrait en temps réel. Les marques qu'il avait sponsorisées ont publié des déclarations le prenant leur distance. D'autres influenceurs ont fait des vidéos réagissant au drame, analysant sa chute. Il avait voulu être un influenceur célèbre. Il avait réussi, mais pour toutes les mauvaises raisons. Il était devenu un mème, une mise en garde. Je l'ai regardé se produire avec un étrange sentiment de détachement. Il n'y avait aucune joie, aucun sentiment de vengeance. C'était comme regarder un bâtiment s'autodétruire. Il avait posé les charges lui-même, allumé la mèche, puis s'était étonné de l'explosion. La tristesse que je ressentais n'était pas pour lui, mais pour la femme qu'il avait aimée si aveuglément, qui avait été si désireuse de financer sa propre destruction. Cette femme avait disparu maintenant, et je commençais juste à comprendre qui restait à sa place. Un mois passa. Le bruit numérique s'estompa comme il le fait toujours, passant au prochain drame éphémère. Léo disparut d'Internet. Ses comptes furent désactivés, sa présence en ligne effacée. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois c'était un silence paisible et purificateur. Mes parents étaient venus et repartis, me laissant un réfrigérateur rempli et une maison remplie de chaleur et d'amour. Sarah était une présence constante et stable, vérifiant chaque jour, son amitié une réassurance silencieuse que la connexion authentique était réelle. Le processus de démêlage de nos vies fut formellement terminé. Mon avocat avait géré les quelques fils juridiques restants. Les voitures étaient le dernier morceau du puzzle. Le coupé sportif dont Léo était si fier était à mon nom. J'ai fait livrer les clés chez ses parents avec une simple note. Il peut la garder. Considérez cela comme un package de séparation. Je n'en voulais pas. Je ne voulais aucun objet matériel qui me rappellerait sa cupidité. J'ai vendu mon propre SUV ostentatoire et acheté le même modèle de berline fiable que je conduisais auparavant. La conduire donnait l'impression de rentrer chez moi. Un soir d'automne frais, Sarah est venue avec une bouteille de vin et a emporté de notre restaurant thaïlandais préféré. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière surplombant le jardin qui, jadis, rêvait qu'il soit rempli des rires de mes futurs enfants. Pour la première fois, la pensée n'a pas provoqué un pincement de chagrin. Cela semblait simplement neutre. Un chemin différent non emprunté. « Comment vas-tu » demanda Sarah, sa voix douce. « Pour de vrai. » J'ai pris une gorgée de vin et j'ai réfléchi à la question. « Je vais bien » dis-je,
et je fus surprise de constater que c'était la vérité. La colère a disparu, pour la plupart. Maintenant, c'est juste triste. C'est triste qu'il soit si vide à l'intérieur qu'il pense que l'argent est un substitut à l'amour. Et c'est triste que j'ai été si désireuse d'être aimée que j'ai accepté une si pauvre imitation. Tu n'as pas été stupide, Clara, dit Sarah comme si elle lisait dans mes pensées. Tu étais pleine d'espoir. Tu étais confiante. Ce sont de bonnes qualités. C'est lui qui les a utilisées comme arme, pas toi. Je savais qu'elle avait raison. Pendant des semaines, je m'étais blâmé, parcourant chaque souvenir, chaque signal d'alarme, me reprochant ma cécité. Mais maintenant, avec la distance, je pouvais le voir plus clairement. Je n'avais pas été stupide. J'avais été une cible. Sa tromperie n'était pas le reflet de mon inadéquation, mais de son propre déficit de caractère. La Fondation a officiellement décerné ses 3 premières bourses la semaine dernière, dis-je, changeant de sujet. Un sourire sincère s'étala sur mon visage pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. J'ai rencontré les lauréates lors d'un appel vidéo. Elles sont brillantes, Sarah. Tellement pleines de passion et d'idées. L'une d'elles veut développer une IA pour aider au diagnostic médical précoce. C'est incroyable, Clara, dit-elle, ses yeux brillants de fierté. C'est un véritable héritage. Nous nous sommes assises dans un silence confortable pendant un moment, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de teintes orange et roses. La toile de fond qui obsédait tant Léo n'était, en fin de compte, qu'une belle vue. Elle n'avait pas besoin d'être organisée ou monétisée. Elle avait juste besoin d'être appréciée. L'expérience avec Léo avait été un creuset. Elle avait consumé les parties naïves de moi-même, les parties qui voulaient un conte de fées si désespérément que j'étais prête à ignorer les défauts flagrants de l'histoire. Cela avait fait mal. Ce fut une douleur profonde, humiliante et profonde. Mais dans les cendres, quelque chose de plus fort fut forgé. J'avais appris à faire confiance à mon propre jugement, à écouter cette voix intérieure silencieuse qui essayait de m'avertir depuis le début. J'avais appris la différence entre le soutien et la facilitation, entre un partenaire et un parasite. Ma richesse m'avait rendu une cible, mais elle ne me définissait pas. Mon travail me définissait. Mes amitiés me définissent. Mon désir d'avoir un impact positif sur le monde me définit. Léo avait essayé de prendre mon argent et ma dignité. Il avait échoué dans les deux. Il ne lui restait rien. Alors que moi, qui avais perdu un fiancé et un fantasme, je me sentais plus riche que jamais. J'avais mon intégrité, mes amis, ma famille, et un avenir qui était maintenant une page blanche attendant que j'écrive une nouvelle histoire, plus honnête. À toute personne qui écouterait mon histoire et y verrait un reflet de sa propre vie, je veux que vous sachiez ceci. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Les signaux d'alarme ne sont pas des décorations. Ce sont des avertissements. Votre intuition, ce sentiment silencieux dans votre estomac que quelque chose ne va pas, est le conseiller le plus honnête que vous aurez jamais. Ce n'est pas cynique de protéger votre cœur et votre paix. C'est sage. Vous êtes l'architecte de votre propre vie et vous méritez de la construire sur des bases de vérité avec des gens qui aiment et respectent chaque partie de vous, pas seulement les parties dont ils peuvent bénéficier. Ne laissez jamais personne vous faire sentir comme si vous n'étiez qu'un billet pour sa destination. Vous êtes la destination.